Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans mon ancien décor. Vous savez, celui que vous avez peut-être pas vu depuis, j'allais dire 6 mois, mais c'est peut-être un tout petit peu exagéré, mais quand même, ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas retrouvé dans ce décor. Ne vous y habituez pas, hein, la fainéantise va reprendre le dessus, c'est une évidence, c'est juste que là, j'ai pas trop le choix, mon chéri ayant été opéré, il squatte un peu beaucoup le canapé parce qu'il peut pas faire grand chose de ses journées. Du coup, bah forcément, hein, une chose entraîne dans l'autre, je me suis dit bah non mais là il faut que je filme parce que j'ai quelques petites vidéos à filmer. Du coup bah nous voilà dans ce décor qui m'avait beaucoup manqué, j'avoue que c'est un autre level quand même que le vieux décor canapé, linge étendu et compagnie. Mais bon, encore une fois c'est assez chronophage mine de rien, ça me rajoute un travail de dingue de filmer ici. Même si j'aime beaucoup. Même si le décor est top, bah en fait le travail est beaucoup plus important parce que déjà il faut que je prépare le setup mine de rien, il faut aussi après le montage, bah il faut que je transmette la vidéo que je... Enfin voilà, c'est un petit peu plus de taf, c'est pas truc de ouf non plus, hein, c'est très très faisable, mais c'est un peu plus de taf. Ceci explique cela, voilà, la fainéantise a raison de moi. Bref, troisième rubrique lecture du mois de mai, un truc comme ça, commençons tout de suite avec le premier livre. Et je barre dada, c'est pas grave. La malédiction de Highmoor de Erin Craig aux éditions Casterman que j'ai lu il y a ça fait quelques semaines maintenant je crois, et que j'ai emprunté à la bibliothèque. Il m'intriguait énormément et je regrette un tout petit peu de ne pas l'avoir lu à l'occasion d'un Pumpkin Autumn Challenge ou en tout cas en période d'Halloween. Parce que c'est un récit qui est quand même assez sombre. Pourtant on part sur une réécriture de conte puisqu'il s'agit d'une réécriture, d'une revisite du conte du bal des 12 princesses. Donc j'avoue qu'au début tu te dis bof, tranquillou bilou. Mais la quatrième de couverture nous laisse entendre un univers un peu à la Guillermo del Toro. Je sais pas si vous connaissez ce réalisateur, mais c'est un réalisateur qui frôle toujours avec l'onirique dans l'horrifique, donc un peu flippant sur les bords. Et je trouve que c'est très vrai. Je trouve que c'est un récit que je ne peux qualifier que de horrifique et onirique à la fois. Il y a quelque chose de très poétique dans certains trucs et en même temps de très flippant. Et surtout, on est toujours un petit peu à la frontière entre le rêve et la réalité. Et c'est ce qui pour moi fait que ce roman match à 200% avec moi et surtout il marche très très bien. Ce roman donc va nous raconter l'histoire des 12 sœurs Thomas. Il y en a déjà 4 de décédées et autour des filles ça commence un petit peu à jaser. Les gens sont convaincus que les filles du duc Thomas sont maudites. Du coup c'est un peu compliqué pour trouver un mari. Elles vont s'en rendre compte notamment quand pour l'anniversaire de leur sœur un bal est organisé et où personne ne les invite à danser avec elles. Et en écoutant des conversations, elles vont se rendre compte que en fait les gens croient vraiment qu'elles sont maudites. Pour Annalie, l'héroïne, il n'y a pas de malédiction, c'est pas vrai. Par contre, elle est convaincue que Lali, la dernière de ses sœurs, est décédée. Elle n'est pas morte de cause naturelle et potentiellement... En fait non, elle en est même convaincue, on a assassiné sa sœur. Et elle est bien décidée à découvrir ce qui s'est passé. Ces aventures vont la mener notamment sur un espèce de portail qui va les emmener, elle et ses sœurs, de balle en balle, et surtout aux 4 coins du royaume. Bref, je vous laisserai découvrir ça parce que je pense vraiment que c'est un récit qu'il faut que vous lisiez. Ce roman, moi personnellement, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve qu'il se dévore. Malgré les quelques longueurs qu'il peut y avoir parfois, je trouve qu'en effet, il y a des moments où c'est peut-être un petit peu long. Personnellement, j'étais vraiment immergée dans l'univers que nous dépeint l'autrice. Ça m'a énormément fait penser, alors juste par rapport à l'ambiance, à The Wicked Deep de Xiancho, un truc comme ça, je ne sais plus, que j'ai lu justement pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et pour le coup, j'ai retrouvé un petit peu cette ambiance. C'est deux histoires qui n'ont absolument rien à voir, hein, évidemment, même si dans les deux cas, il est question d'une malédiction. Mais une chose est sûre, c'est que j'ai vraiment, moi, eu l'impression de retrouver cette angoisse, cette façon très onirique de dépeindre les choses, cette colorimétrie que moi je visualisais un peu dans des tons vert d'eau, un peu grisâtre, verdâtre, tout ça. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment comme ça que je visualisais certaines scènes. Et j'ai trouvé que c'était assez fort. Je trouve que ce n'est pas déconnant de... Bah attends, c'est comment qu'ils disent exactement? Aux accents horrifiques rappellent les films de Guillermo del Toro et l'atmosphère vénéneuse de Rebecca de Daphné du Maurier. Je n'ai pas lu Rebecca de Daphné du Maurier, mais atmosphère vénéneuse et les films de Guillermo del Toro, les accents horrifiques de la fantasy, on est clairement dans ce que moi j'ai ressenti et j'ai vraiment kiffé ma lecture.
Je vous le conseille parce que je trouve qu'il est hyper addictif. Après, il est pas pour les âmes sensibles parce que oui, je pense qu'il peut faire un petit peu peur et surtout, il traite de thématiques qui sont pas faciles. On va y parler de la mort, du deuil, mais aussi du coup des différentes choses qui peuvent mener à la mort. Il y a notamment, à plusieurs reprises, on laisse entendre que certaines des sœurs peuvent s'être potentiellement suicidées. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Bon, ça, c'est à vous de le découvrir en le lisant. Mais voilà, c'est pas forcément facile, et surtout l'autrice, elle a pas peur de nous faire mal. On peut s'attacher à des personnages sans être tout à fait sûr qu'ils vont finir la nuit, quoi. Voilà, c'est dit, mais c'est ce qui fait la force du récit, et c'est ce qui fait que moi je l'ai autant aimé. J'ai vraiment aimé être surprise, être effrayée, être prise complètement dedans, et puis surtout ne plus savoir discerner la réalité de la fiction. Est-ce que c'est une illusion, c'est un rêve, c'est la réalité, est-ce que je suis réveillée? C'était vraiment très intéressant, et je trouve qu'il est plutôt pas mal. Oui, il y a des longueurs, mais franchement, si c'est un truc qui vous freine dans la lecture, ne lâchez rien, parce que je trouve que la fin vaut le détour, et personnellement, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Je peux le mettre ici, allez go. Ensuite, j'ai lu, mais je crois que je l'ai pas assez. C'est le dernier que j'ai pas. J'ai lu Une évidence de Agnès Martin-Lugan aux éditions Michel Lafon, roman que j'avais eu dans le swap avec mon amie Juliette, et que nous avons lu en lecture commune toutes les deux. Du coup moi je l'ai quasiment, je crois que j'étais arrivée à la moitié, Juliette l'avait pas encore commencé et je le terminais, elle arrivait à la moitié. Parce que en fait je l'ai commencé le soir en me disant je vais lire 2-3 chapitres avant d'aller me coucher et j'ai eu beaucoup de mal à le lâcher. Et du coup le lendemain je l'ai mais enquillé de chez enquillé, j'ai pas d'autres mots pour le décrire, parce que j'ai vraiment aimé cette histoire. C'était mon premier récit de l'autrice et pour moi une découverte avec sa plume. D'ailleurs au début j'étais un petit peu... J'y allais un petit peu à tâtons, je pédalais un petit peu dans la semoule, j'étais pas sûre de moi. Et au bout d'un chapitre, ça commençait à être un peu mieux. Et 2 chapitres, j'étais à fond dedans et j'arrivais plus à le lâcher. Ce récil nous fait suivre Reine, une mère de famille. La mère d'un enfant, Noé, qui a 17 ans. Elle travaille dans la pub, la com, je sais plus. Je crois qu'elle a une boîte de com avec son meilleur ami. Bref. Une femme épanouie dans sa carrière, dans sa vie de maman, mais qui a beaucoup de secrets. Et malheureusement, quand le passé va la rattraper, elle va se retrouver face à ses mensonges, face à ses secrets, et va devoir les assumer à un moment ou à un autre. Parce que ouais, en fait, quand t'as des secrets et qui t'explosent à la gueule, t'as pas le choix. Faut les assumer à un moment donné, c'est comme ça, c'est la vie. Reine va donc se retrouver, un peu malgré elle, à devoir affronter les choix qu'elle a pu faire par le passé, à devoir affronter la réalité des choses. C'est pas facile, mais c'est comme ça, et quand t'as pas le choix, tu le fais. Voilà. Ce récit, c'est un récit qui pour moi, en fait, sonne comme une évidence. Je l'ai vraiment beaucoup aimé, et ce que j'ai particulièrement aimé dans ce récit, et on s'est beaucoup rejoint dans notre avis avec Juliette, on n'a pas toujours les mêmes avis sur ce qu'on lit, mais globalement quand on lit en même temps, bizarrement on a les mêmes avis, et surtout sur du contemporain, je me rends compte. Ce que j'ai aimé moi, c'est les personnages, et j'ai aimé les liens entre eux. J'ai trouvé que les personnages étaient vrais, ils étaient empreints de ce réalisme très inhérent à ce qu'ils étaient, et j'ai trouvé que surtout ils étaient hyper touchants. Je me suis attachée à tous les personnages, j'ai trouvé qu'ils étaient très entiers avec leurs qualités, leurs défauts, et j'ai beaucoup aimé ça. J'ai pris énormément de plaisir à les découvrir et je me suis vraiment attachée à eux. Pour moi c'est le gros point positif de cette histoire, c'est les personnages, c'est la manière dont ils se présentent à nous, et c'est aussi du coup les liens qui vont se tisser entre chacun ou qui sont déjà présents quand le récit commence. Par exemple, Reine et son ami Paul, cette amitié elle est magnifique je trouve, et elle est vraiment très très belle, et le lien entre Noé et Reine, donc le fils et la mère, franchement c'était magnifique aussi, c'était très vrai, très juste, et j'ai vraiment apprécié. Même les liens avec la famille de Reine qui parfois peut être un peu envahissante et où on va pointer du doigt certains des défauts, j'ai trouvé que c'était quand même malin, intelligent et réaliste. Ce sont des amours, des amitiés, des histoires qui se créent autour des personnages qui sont vraiment très très importantes. Également, il y a une grosse partie de l'intrigue qui se déroule à Saint-Malo, et soyons très honnêtes, en tant que bretonne, Saint-Malo est une ville que j'aime beaucoup, et c'était un réel plaisir de pouvoir plonger comme ça dans l'histoire de Saint-Malo, mais aussi dans le quotidien de cette ville. C'était vraiment très très sympa, et c'est un voyage que j'ai vraiment beaucoup aimé faire. Je suis très contente de l'avoir fait avec Juliette, parce que franchement je pense que je l'aurais pas lu tout de suite si elle ne m'avait pas proposé de le lire ensemble.
Du coup Juliette, si jamais tu as d'autres idées comme ça, n'hésite pas parce que c'est vrai que globalement, si toi tu me proposes pas, moi je pense pas te proposer. Hein. Les lectures communes, je zappe complet. Alors qu'à chaque fois, gros kiff pour ma part quoi. Donc ouais, une évidence d'Agnès Martin-Lucan, premier roman de l'autrice et je regrette pas du tout d'être tombée sur lui. Je l'ai adoré, j'ai chialé ma race par contre, vraiment, surtout à la fin. J'ai vraiment pleuré comme un bébé. Mais j'ai été très émue et je trouve que c'est un très très beau livre qui raconte très bien des émotions qui sont à la fois universelles et très intimes. Voilà. C'est une réussite du coup. Enfin, attendez, je vérifie que je dis pas de bêtises. Oui. Enfin, le dernier roman que je vous présentais, malheureusement, je l'ai pas sur moi puisque c'était un emprunt que j'ai déjà rendu. Il s'agit d'Il faut que tu saches de Nicolas Moriarty aux éditions Hauteville. Vous le savez sans doute, mais les éditions Hauteville, dans leur collection Suspense, c'est mes petits chouchous. Franchement, j'aime trop les thrillers qui sortent. Bon, là, en l'occurrence, on est plutôt sur un thriller domestique, sur un, un drame un petit peu familial, plutôt qu'un véritable thriller. Je trouve que le classement est peut-être pas forcément très justifié parce qu'a priori il est vraiment classé dans le thriller alors que pour moi on est plus sur du drame familial. Et si je vous dis Moriarty, ça vous rappellera peut-être Liane Moriarty puisqu'en fait Nicolas est sa sœur. Voilà, Nicolas est la sœur de Liane Moriarty qui est une autrice que j'aime beaucoup d'ailleurs. Est-ce qu'on va voir? Oui. Tout cela là c'est les Liane Moriarty puisque je les ai tous. D'ailleurs il y en a un qui est pas là. Ah ah. J'en ai prêté un peut-être? Je ne sais pas. Bref, Liane Moriarty est une autrice que j'aime beaucoup. Et je n'ai pas du tout fait le rapprochement avant, mais je sais même plus à quel moment je me suis fait la remarque que oh, c'est rigolo, elles ont le même nom de famille. Je crois que c'est quand j'ai capté que ça se passait en. Enfin, quand j'ai capté. En me rendant compte que ça se passait en Australie. Que j'ai capté que ah bah tiens, c'est rigolo que deux Australiennes s'appellent par le même nom de famille, dis donc. Et en plus de ça, je me suis fait la remarque aussi que ça me faisait un petit peu penser à du Liane Moriarty, en peut-être un petit peu plus sombre. Premier roman de cette autrice et franchement je pense que je les surveillerai davantage les autres sorties parce que clairement j'ai kiffé. J'ai passé un super moment de lecture avec ce drame familial. On y suit Jill et du coup les familles respectives de ses trois fils. Donc on va suivre son fils aîné, je crois que c'est Peter avec sa femme Mimi, qui après la naissance de ses jumelles se sent un petit peu dépassée et abuse peut-être un tout petit peu de la boisson au point de ne pas voir à quel point sa fille aînée qui a 15 ans à peu près je crois, est en détresse complète. Voilà. On va suivre également, alors le deuxième fils c'est Tony, et du coup c'est sa femme qu'on va suivre et elle j'ai complètement zappé son prénom, ce qui est très dommage parce que c'est une des héroïnes. Donc on va la suivre elle aussi, qui va un petit peu découvrir quelques petits secrets bien cachés par son mari. Elle va commencer à se poser des questions sur la personne qu'elle a réellement épousée. Et on va ensuite suivre Darren, donc le dernier fils de Jill, qui est un peu au point mort niveau carrière, il a un petit peu de mal et en plus de ça il va se retrouver face à un dilemme quand son ex et sa nouvelle meuf vont tout simplement lui faire une demande un petit peu incongrue. Voilà. Toute cette petite famille doit se retrouver pour Noël, un carambolage va avoir lieu et va remettre en perspective tout. Je n'en dirai pas plus parce que c'est comme ça que nous est vendu le résumé. On n'en sait pas plus, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils entendent par carambolage, qu'est-ce qui est arrivé, à qui, quand, pourquoi. Et on va le découvrir tout au long du récit. Le récit, il est à la fois en deux temps et en même temps, il va nous permettre de suivre plusieurs protagonistes. Comme je vous l'ai dit, on va suivre notamment Jill, on va suivre Mimi, la femme du coup du fils aîné de Jill. Non, c'est pas le fils aîné en plus, je crois que je dis des conneries, je crois que c'est Tony le fils aîné. Ça doit être Tony, Peter, Darren, un truc comme ça. Bref, on va suivre Mimi, la femme de Tony, et Darren. Voilà, on va suivre donc ces quatre protagonistes-là. Et on va suivre également des chapitres qui se passent au moment du carambolage, donc avec un automobiliste qui croise le carambolage, qui ne va pas s'arrêter parce que il a pas fait gaffe. Un autre qui s'arrête et qui va petit à petit découvrir les différentes personnes qui ont subi le carambolage, quoi, tout simplement. On est sur un récit où il y a énormément de secrets, de mystères un petit peu qui entourent la famille de manière différente. Tous ces petits secrets qui vont petit à petit s'entrechoquer et nous permettre de découvrir le fin mot de l'histoire. On va vite se rendre compte que beaucoup des petits secrets, entre guillemets, sont un petit peu liés les uns aux autres et surtout que l'élément déclencheur de l'un va déclencher un autre, etc. etc. C'est une grosse spirale. J'ai trouvé que c'était très intéressant parce que je trouve que les liens familiaux c'est toujours assez particulier, déjà parce que tu as un petit peu ce côté... je pense que on n'est jamais autant focus qu'en famille. Parce que malheureusement ta famille tu la choisis pas. Et je pense que des fois il y a des gens avec qui
bah tu ne t'entends pas. T'auras beau faire ce que tu veux, tu ne t'entendras jamais avec eux. Et je pense que dans la famille, bah malheureusement, tu n'as pas d'autre choix que ben de faire avec. Même si tu n'aimes pas quelqu'un, même si sur plein de trucs tu ne t'entends pas avec, bah de toute façon c'est ta famille, tu es amené à le voir, tu es amené à le côtoyer. Évidemment, certaines personnes choisissent de ne pas côtoyer leur famille et franchement je respecte à 200% ça parce que comme je le dis, on peut pas aimer tout le monde et puis des fois bah tu as beau être programmé pour aimer ta famille, il y a des fois des gens c'est pas possible. Voilà, c'est juste ça passe pas. Et du coup, je pense que oui, on n'est jamais aussi faux cul qu'en famille. Parce que bah, je pense qu'on a tous ce désir de faire plaisir à d'autres, peut-être aussi. Enfin, moi, je sais que j'ai le désir de faire plaisir à ma maman et je sais qu'elle est contente quand on est tous en famille. Donc, même si j'aimais pas telle ou telle personne, bah, je pense que des fois, je prendrais sur moi et j'irais. Bon, c'est pas le cas, globalement, j'aime à peu près tout le monde, tu vois. Mais voilà. Ma grand-mère, je sais qu'elle est super contente quand on se retrouve tous ensemble, donc même si ma tante me casse les couilles, désolée, c'est hyper vulgaire, mais c'est vrai, bah je vais y aller quand même et je vais faire un effort, je vais prendre sur moi, je vais fermer ma gueule, et puis quand elle dit des trucs qui me donnent envie de lui foutre des beignes, et ben je retiens mes coups parce que ça se fait pas la violence, voilà. Et du coup je trouve que ce récit, il met vraiment en lumière un petit peu ces liens entre les gens, et puis aussi le fait que, bah en tant que mère, tu protèges tes enfants, en tant que mère aussi, des fois tu peux être dépassée. En tant que femme, tu peux avoir envie d'avoir des enfants sans être tout à fait sûre que c'est ce qui est bon pour toi. Voilà, il y a tout un tas de choses, je trouve, qui sont petit à petit mis en lumière et j'ai vraiment aimé ce récit pour la manière dont les choses s'imbriquaient, en fait. La manière dont petit à petit c'était mis à jour. Je n'irais pas dire que c'est un thriller parce que pour moi, c'en est pas un. Pour moi, on est plus sur un drame familial avec un mini... Enfin... ouais, un thriller domestique, j'ai pas trop envie de le qualifier comme ça. Hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'événement qui pour moi inclut la notion de thriller, donc je n'irais pas dire que je n'irais pas jusque là. Mais en tout cas, globalement, c'était un bon roman, je l'ai vraiment bien aimé. Et je trouve qu'il s'inscrit un peu dans la lignée des Liane Moriarty, en peut-être un petit peu plus sombre. Donc si vous aimez bien Liane Moriarty, tentez Nicolas Moriarty. Je pense que ça vaut le détour. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé ce livre et je vous le conseille. Et bah du coup c'est bon, hein, on a fini avec cette update lecture, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous parler un petit peu de ces romans et surtout à retrouver ce décor que j'aime d'amour. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, je vous fais de gros bisous et à bientôt, ciao.